il y a aussi la question in fine qui est quelle est la nouvelle interface? Et est-ce qu'il n'y a pas des produits fondamentalement différents qui peuvent être imaginés grâce aux nouvelles capacités de l'AI? Et ça, je pense que c'est là où il y a les opportunités les plus dingues qui vont arriver, que pour l'instant, on n'a pas encore imaginé. Je vais donner un exemple sur la génération de code. Demain, potentiellement, la façon dont on va écrire du code va changer. Et on aura besoin, il y aura beaucoup plus d'IA qui vont écrire du code. Et potentiellement, il y aura un besoin d'orchestrer ces IA. Tu vois, moi, le sujet qui m'intéresse, c'est de me dire, est-ce que potentiellement ça implique que le modèle de issue management de GitHub, il n'est pas obsolète? Et est-ce que finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas inventer un nouveau GitHub en partant du principe que d'ici 2 ans, on a un monde où les IA vont pouvoir générer du code par eux-mêmes? Tu vois, plutôt que de me dire que je vais travailler sur un agent qui est capable de générer du code, est-ce que je partirais pas du principe qu'il va y avoir des agents qui vont générer du code? Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorar, Blablacar ou Penny Lane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Vincent Nalatambi, Product Manager chez Google Labs à San Francisco. Vincent est un entrepreneur dans l'âme. Il a commencé sa carrière en fondant la startup Tempo lorsqu'il étudiait à Berkeley avec une belle équipe de polytechniciens pour créer de nouvelles solutions audio Bluetooth. 5 ans plus tard, Google rachète Tempo et Vincent revient s'installer dans le Silicon Valley. Chez Google, il s'intéresse de près au sujet de Gen AI et finit par rejoindre Google Labs, l'entité en charge du lancement de nouveaux produits Google dont la majorité s'appuie sur l'intelligence artificielle. En parallèle, Vincent est business angel. Il investit à travers son syndicat Agen, mais aussi Mozza Angels, dont des startups IA pour la plupart. Dans cet épisode, il nous raconte le fonctionnement de Google Labs et nous fait part de ses apprentissages dans un écosystème qui va à toute vitesse, mais aussi de sa vision sur l'impact qu'aura l'IA générative dans la conception des produits tech de demain. Très inspirant. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mozzabytes. Aujourd'hui, on est avec Vincent Nalatambi, qui est product chez Google Labs, qu'il appelle aussi Google AI, vu la quantité de sujets Gen AI sur lesquels il travaille au quotidien. Merci Vincent d'être avec nous aujourd'hui, ça fait super plaisir de te recevoir. On est potes depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on peut le dire. Je t'ai suivi sur diverses aventures entrepreneuriales et maintenant évidemment on parle pas mal IA. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter? Ouais, bien sûr. Salut Adrien, merci encore de m'inviter, c'est avec plaisir. Écoute, moi je m'appelle Vincent Nalatambi, je suis basé à San Francisco. J'ai fait une première boîte en sortie d'école qui s'appelait Tempo, qui n'avait rien à voir avec l'IA. On bossait sur du firmware pour écouteurs comme les AirPods, et notamment sur la techno Bluetooth qui est à l'intérieur. Cette boîte s'est fait racheter en 2021. On était une petite vingtaine. S'est fait racheter par Google. Et suite à l'acquisition, j'ai déménagé en Californie en 2022 et j'ai rejoint les équipes de Google à Mountain View. Et là, ça fait 2 ans que j'habite en Californie et j'ai, il y a 6 mois, changé d'équipe. Je suis sorti du monde du hardware, de l'audio et des téléphones et des écouteurs et j'ai rejoint Google Labs, qui est en fait un peu le laboratoire de Google pour lancer des nouveaux produits AI. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les futurs produits IA de Google sont censés être incubés, créés, où la mentalité c'est un peu du 0 to 1, d'essayer de créer des nouvelles choses et voilà, de se servir un peu de ce changement de paradigme pour lancer des nouveaux produits. Voilà, et ça fait 6 mois que j'ai commencé là-bas. Je m'occupe de tous les sujets et des produits qui sont liés à la génération de code. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser les LLM pour réinventer le DevTool, réinventer quels seront les prochains outils qui seront utilisés par les développeurs. Et donc, ça passe de...
Pour l'instant, les produits qui sont connus sur le marché, c'est pas vraiment les produits de Google, c'est plutôt les produits. Donc, il y a Copilot qui est le produit de GitHub, il y a Code Interpreter qui est le produit de ChatGPT. Mais voilà, on travaille sur des belles choses en interne au sein de cette équipe de Google Labs. Du coup, toi, tu étais déjà chez Google à San Francisco au moment où OpenAI est sorti ChatGPT il y a un peu moins d'un an et demi. Tu as pu suivre en interne un peu le choc. Hein, moi, pour avoir Ouais, quelques potes qui bossaient chez Google aussi à ce moment-là, il y avait quand même une sacrée surprise. Google qui ayant DeepMind, ayant des chercheurs exceptionnels sur l'IA, il y a eu un peu un choc. Comment ça s'est passé pour vous? Tu peux nous raconter un petit peu ça et aussi d'un point de vue perso, toi, comment tu as vécu cette nouvelle étape avec l'arrivée de l'IA générative? ouais. Alors moi, donc, quand j'ai rejoint Google, en fait, j'étais vraiment sur les sujets d'intégration de ma boîte précédente. Donc, en fait, on a rejoint l'équipe qui bossait sur les Pixel Buds, donc c'est les produits concurrents des AirPods de Google. Donc j'étais un peu éloigné des sujets d'IA. Mais c'est presque le fait d'être à San Francisco plus que le fait d'être à Google où tout de suite on a vécu les changements. Euh, Si tu veux, Google c'est tellement gros que les équipes hardware et les équipes sur lesquelles nous on bossait, elles étaient assez éloignées de ces sujets. Sur le campus, c'est d'autres bâtiments quoi. Genre, c'est même pas des gens avec qui tu vas parler une fois quand tu les croises. C'est vraiment presque d'autres boîtes, d'autres entités. Surtout les mecs de DeepMind qui sont quand même pas mal basés à Londres. Mais à San Francisco, ça a été un truc assez fascinant, tu vois. C'est devenu à un moment donné le sujet de conversation numéro un, en fait. T'allais à une soirée, ou t'allais à un événement, et les gens parlaient un peu des nouveaux outils qu'ils avaient essayés sur l'IA. Et je pense que le truc qui a fait, à mes yeux, la première fois le plus de bruit, et là où moi je me suis pris une belle claque, c'était, je pense, DALL-E 2. DALL-E 2, c'était un peu avant ChatGPT, je crois. C'était sur de la génération d'images. Et là, je me suis vraiment fait la réflexion. Je me dis, ok, c'est un genre de truc, je serais incapable de le faire moi-même. C'était impressionnant. Et ensuite, il y a eu toute une vague d'outils qui a été faite initialement à partir des premiers modèles d'OpenAI. Je crois que c'était l'outil qui générait automatiquement des blog posts, etc. Et là, c'était vraiment tout le monde. Il y avait un peu une vague à San Francisco où tout le monde essayait les nouveaux produits qui sortaient. Et ensuite, ChatGPT s'est lancé. Et là, ça a été, là, pour le coup, tout le monde en a parlé, quoi. C'est-à-dire que, euh, tu vois, Pauline, mon épouse, qui dirige une équipe d'opération dans une startup, toute la boîte avait essayé ChatGPT le jour où c'était lancé. Tu vois, c'est ça, et c'est ça un peu la force d'être à San Francisco, c'est qu'en fait, le sujet tech du moment qui, jusqu'à présent, était peut-être quand même resté un peu plus confidentiel dans le cercle des gens qui suivaient l'IA, en fait, le jour où ça lance, t'as toute la ville qui l'essaye le même jour et qui en parle le lendemain. Et ça, c'était assez intéressant de voir ça. Google, j'ai pas trop senti au début, j'étais un peu loin de tous ces sujets. J'ai pas trop senti, il y avait un peu d'incompréhension en fait. Pour tous les gens qui étaient chez Google, qui étaient pas sur les sujets d'IA et qui suivaient ce qui se passait, il y avait de l'incompréhension de voir que c'était une autre boîte qui lançait les technos sur lesquels Google était un peu censé être à la pointe. Parce qu'en fait, on avait tous vu passer les premiers modèles de Google de langage, et en fait, même l'équivalent de DALL-E, il y avait une version qui tournait en interne chez Google, tu pouvais avoir accès avec des conditions, etc., où tu pouvais globalement essayer un truc similaire, mais le produit n'avait jamais été lancé, et là, tu as une boîte, tu as OpenAI qui court-circuite complètement le truc, et qui lance un produit qui est mieux que celui de Google, ou au moins équivalent au moment du lancement. Alors que chez Google, finalement, il y avait des produits qui étaient peut-être dispo depuis quelques mois et ils avaient toujours pas lancé. Donc, tu vois, moi, j'ai vraiment vu ça de l'extérieur où il y a eu un peu une incompréhension. Et tu vois, au sein de mes équipes, moi, chez Google, au début, ils ont pas tous compris qu'il y avait le changement aussi profond, je pense, de paradigme sur la tech, c'est le sujet du moment, etc. Et en fait, je me souviens avoir eu une discussion, on avait avec toute mon équipe qui travaille sur des produits plutôt Android et plutôt hardware. On a eu une sorte de summit avec toutes les équipes PM. Et j'ai commencé à parler de ces sujets d'IA. C'était avant ChatGPT et après DALL-E. Et les gens avaient tous suivi, mais tu vois, personne s'était dit, ok, ça va être un game changer ou ça va être
ça va être quelque chose qui va impacter nos jobs dans le quotidien. Et ce qui est rigolo, c'est qu'après le lancement, c'est devenu l'extrême inverse, quoi. C'est-à-dire, enfin, après le succès de ChatGPT, c'est devenu tellement un extrême inverse que ça en était presque rigolo. C'est-à-dire que la guideline top-down de Google, c'était vous utilisez du GenAI. Peu importe quoi, peu importe pourquoi, peu importe pour quel produit, vous utilisez du GenAI. Donc chaque équipe s'est mis de manière un peu irrationnelle parfois, à vouloir insérer du GenAI dans leur roadmap. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec pour Android le produit de génération d'emoji, quoi. Ça, je veux dire, c'est des trucs intéressants, mais c'est pas le produit qui fondamentalement va changer la donne pour que Google puisse reprendre sa place dans les AI, tu vois. Mais il y a eu un vrai changement de mindset. Je pense que c'était il y a un an où on est passé de il y a ce truc qui est en train de se passer, c'est intéressant, on a DeepMind qui gère ça et tout, à ok, Google, il faut mettre du GenAI partout. Il faut qu'on soit la boîte AI numéro un. Et c'était assez marrant de voir ça en interne. Moi, c'est le moment où j'étais un poil plus frustré. Parce que du coup, je me disais, mais là, on est en train de travailler sur des micro-features. Alors oui, c'est sympa, c'est super, on rajoute des trucs. Mais franchement, il y a mieux à faire, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à essayer de voir, ok, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour bouger en interne et trouver où sont les équipes qui font vraiment des nouveaux produits qui s'appuient là-dessus. Ça utilise ChatGPT chez Google ou pas? Ça n'utilise pas ChatGPT. Non, non, c'est pas autorisé. Ça utilise Bard, qui a été Non. renommé Gemini. Gemini. Cela dit, j'avoue que j'ai utilisé ChatGPT plusieurs fois quand même chez Google sur mon compte. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Ils vont pas me, ils vont pas me bloquer mon accès parce que j'ai posé. Surtout moi, enfin, j'utilise ChatGPT quasiment tous les jours pour un peu parfois, tu sais, un peu retravailler mon anglais parce que forcément, quand t'écris, c'est pas ta langue maternelle, etc. T'es pas toujours parfait, donc il y a des tournures de phrases que tu vas améliorer. Donc moi, je Ah, l'utilise c'est pas clair. mal pour ça, notamment. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, je vois mal. Alors, évidemment, je mets pas de données confidentielles ou quoi que ce soit dans ChatGPT, mais, mais ouais, je l'ai utilisé quelques fois sur l'ordi pro. Il faudrait pas. Maintenant, j'utilise Gemini. Tu utilises Gemini. Ok, donc maintenant tu utilises vraiment Gemini au quotidien aussi chez Google. C'est pas C'est mal, devenu hein. un... Le modèle de Google est devenu bien plus performant qu'il y a quelques mois. Ouais. Euh, et, et j'étais sceptique au début. Je suis de plus en plus optimiste sur la qualité des prochains modèles de Google. Il y a une vraie différence entre la qualité dans le produit Gemini et dans l'API qui permet d'accéder à Hmm. Gemini. Le produit Gemini, en fait, a une qualité qui est, enfin, il y a rien de nouveau, hein. C'est dans tous les benchmarks, il y a une qualité qui est supérieure. Et ouais, on s'approche de ce que peut être GPT-4. Du coup, Top. c'est intéressant. Et quand je vois un peu les trucs qui arrivent en interne sur l'évolution, les prochains modèles, en fait, maintenant, la machine Google, elle a été lancée, si tu veux. Au Hmm. début, c'était Hmm. laborieux. En fait, il y a eu vraiment un blocage sur le fait de productiser, je sais pas si ça se dit, tu vois, de transformer en produit et de lancer un produit à partir de techno qui était imparfaite. Google est une boîte qui se met énormément de barrières sur les sujets de régulation, de privacy, de data, de legal, etc. Et ça, c'est des sujets qui sont mais omniprésents chez Google. C'est-à-dire que c'est vraiment tu ne peux pas lancer un projet si tu n'as pas regardé tu vois, intégralement toute la chaîne de valeur sur d'où viennent les données, c'est quoi les sujets de diversité, c'est quoi les sujets de privacy, tu vois, tout ce qui est autour du respect, du risque légal, etc. C'est un sujet, mais qui est ultra prioritaire. Et en fait, Google avait une bonne partie de ces modèles-là, et il y avait juste une peur de lancer enfin, il y a eu un côté où on voulait pas concurrencer les produits qui étaient probablement existants, mais il y a une vraie peur de lancer des produits qui soient, en fait, qui soient pas respectueux et qui présentent un risque légal. Et ça, ça a énormément freiné l'innovation et le go-to-market pour Google sur les premiers modèles. Enfin, pour caricaturer, hein, le truc le risque absolu, c'est que la raison pour laquelle ils n'ont pas lancé le produit interne de génération d'images, c'est qu'ils avaient peur d'avoir des gens qui faisaient des saluts nazis, quoi, ou des gens qui faisaient des images porno qui étaient générées. Et du coup, ils n'ont pas lancé. Sauf que du coup, d'autres personnes ont lancé, d'autres produits ont eu du succès, les autres produits ont eu du succès, du coup, ont eu des datas, ces datas ont pu être utilisées pour améliorer le modèle, etc., etc. Et Google a un peu raté le premier train, mais là, maintenant, ça y est. Maintenant, c'est bon, là, les gens, ils ont compris, la machine de guerre, elle est plus ou moins en route, les modèles, ils sont traînés tous les 3 mois, il y a des trucs qui sortent, qui s'améliorent, et donc
cette barrière, en fait, qui était une barrière structurelle, culturelle de la boîte, elle a été franchie à cause ou grâce à ChatGPT, parce que, en fait, ils ont été forcés de le faire, quoi. Il y a eu un vrai moment de flip, entre guillemets, de la part des execs, je pense, de Google, où ils se sont dit, mais ok, il faut qu'on lance quelque chose, tant pis si c'est pas parfait et que c'est pas entièrement sans risque. Voilà. Donc maintenant, le truc est en route, donc les modèles, il y a les équipes de DeepMind, elles travaillent sur les modèles, etc. Et elles améliorent continuellement le truc. Et un peu le gros sujet restant chez Google aujourd'hui, c'est le sujet product, quoi. C'est-à-dire que, bon, c'est bien, maintenant, on a un peu catch-up sur les modèles, on a fait des trucs qui sont propres, on arrive à avoir des modèles de différentes tailles, qui sont capables d'avoir des différentes capacités, on a réussi à créer ce process d'itération pour améliorer les modèles de manière continue. Bon, quels sont les produits qu'on fait à partir de ça? Parce que Google, in fine, c'est une boîte qui fait des produits. Et c'est là où Google Labs est un peu rentré en jeu. Ok, alors raconte-nous du coup Google Labs, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous parler de quelques projets sur lesquels tu as été impliqué ou non d'ailleurs pour qu'on se projette bien? Ouais, alors Google Labs, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google étant tellement énorme, l'innovation chez Google, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est compliqué d'arriver avec un produit ambitieux et de se dire, ok, je veux créer quelque chose de zéro. Parce qu'en fait, t'as toujours un arbitrage à faire entre optimiser les produits existants qui ont 1 milliard d'utilisateurs. Tu vois, genre YouTube, il y a 1 milliard d'utilisateurs. Tu fais une mini-optimisation sur l'algo de YouTube, tu peux peut-être faire exploser le revenu du quarter. Donc il y a toujours un arbitrage à faire entre lancer quelque chose de nouveau et en fait euh, améliorer l'existant. Et ça, c'est quelque chose qui est, tu vois, qui est intrinsèque, qui est fondamentalement difficile quand on a des produits qui sont aussi successful. Donc tu vois, genre Google Maps, Android, Gmail, euh, Google.com bien sûr, YouTube, etc. C'est que des produits qui ont plus d'1 milliard d'utilisateurs. Mais en plus de ça, il y a un truc chez Google où la culture, c'est une culture qui ne favorise pas nécessairement les gros paris. C'est une culture c'est une culture qui est pas du tout top-down, qui est très bottom-up. C'est-à-dire que c'est vraiment l'objectif, c'est que ce soit justement peut-être les PM qui sont opérationnels ou les engineering qui sont opérationnels, qui en fait arrivent avec des nouvelles idées de produits et qui essayent qui essaient de proposer des idées. Et ça, c'est un truc qui est assez intéressant et qui est assez fascinant quand toi, t'es dans l'équipe PM. Mais en fait, il y a certains projets pour lesquels il y a un besoin d'alignement stratégique qui implique notamment plusieurs équipes ou parfois même plusieurs dizaines d'équipes et qui en fait demandent souvent une approche qui peut être très top-down. Quand tu veux forcer, tu vois, genre, je connais pas très bien comment Meta fonctionne, mais le jour où Facebook décide de faire le métaverse et qu'ils vont se concentrer là-dessus et qu'il faut que toutes leurs équipes qui ont des apps mobiles, elles fassent une version pour la réalité virtuelle, ou quand Apple fait la même chose avec le Vision Pro, si tu veux, il y a une vision top-down qui est très forte de dire on fait un pari sur la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Du coup, toutes les équipes qui font des apps aujourd'hui, vous allez devoir avoir une app de réalité augmentée pour la sortie du Vision Pro. Il n'y a pas de discussion possible. Chez Google, ça n'arrive pas. Parce qu'en fait, l'innovation, elle se fait plutôt au niveau de chaque équipe individuellement, qui va réfléchir à des idées. Et quand tu veux avoir quelque chose d'un peu ambitieux, qui potentiellement va être qui va devoir toucher plusieurs organisations, c'est très difficile d'avoir cette approche top-down. Et ça, en fait, c'est une des raisons pour laquelle, enfin, ça combiné avec le fait qu'il y a des produits existants qui sont tellement énormes, euh, c'est en fait, si tu regardes les produits qui ont été lancés par Google sur les dernières années, les gros produits de Google, il n'y en a quasiment aucun qui a été lancé dans les 5 dernières années. Et donc, du coup, comment est-ce que tu réponds à ça? Tu réponds à ça en essayant de créer une structure et de créer des organisations dans Google qui te permettent en fait de faire ce genre de pari. Et ça a été un peu tu vois, c'est un peu une recherche qu'a Google depuis des années avec Google X, ils avaient quelque chose qui s'appelait Area 120, qui était une sorte d'incubateur à start-up au sein de Google, avec le move de faire Alphabet avec des boîtes qui étaient des spin-offs, etc. Il y a eu plusieurs initiatives comme ça. Et en fait, Google Labs, c'est un peu la dernière en date, en tout cas la nouvelle version de Google Labs, qui est concentrée sur le sujet d'IA.
C'était pas tout à fait le cas au début, mais aujourd'hui, il y a un vrai recentrage. Donc en fait, c'est une équipe indépendante qui est proche du monde de la recherche, qui est proche du monde de DeepMind et de Google Brain, dont la mission, c'est de lancer des nouveaux produits. Des nouveaux produits qui s'appuient sur les technos d'IA. Et notamment des produits qui, du coup, ne fitent pas, enfin, ne collent pas avec le scope, en fait, des gros produits existants. Si jamais je suis dans Google Labs et que je veux essayer de pitcher un produit pour faire une nouvelle app de to-do list, par exemple, ça va être un poil compliqué parce qu'en fait, il y a tellement, il y a cette équipe qui est énorme avec Gmail, Workspace, Google Doc, etc., qui ont énormément de produits productivité, que c'est difficile de pousser un produit qui soit pure productivité. En revanche, il y a toute une zone, une area de products qui sont pas du tout adressés aujourd'hui par les produits existants, sur lesquels il y a de la place. Et moi, je travaille sur cette verticale qui est la verticale DevTool. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on est capable de générer du code grâce au LLM. Et sur cette verticale-là, Google a quelques produits, des produits, mais je sais pas si tu as entendu parler de trucs comme Android Studio ou comme Collab, qui sont des outils qui sont utilisés pour des cas d'usage très spécifiques. C'est pour les développeurs Android ou alors c'est pour les data scientists. Et en fait, mais il y a un potentiel d'ouvrir un peu un marché différent pour Google. Donc voilà, moi je travaille là-dessus. Il y a quelques autres produits Google Labs qui sont en cours. Je ne sais pas s'ils ont tous été lancés, donc je ne sais pas trop ceux dont je peux parler, mais je sais qu'à Google I.O. qui est en mai, ça fera une bonne partie des annonces autour de ça. Trop Je bien. crois qu'il y en a un qui a été lancé. Alors, il y en a deux. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle ImageFX qui a été lancé publiquement, qui est globalement enfin un tool de génération d'images. Ça, c'est fait par les équipes de Google Labs. Il y a un produit qui s'appelle... alors, je regarde en même temps, parce que comme ça, je te dis s'il est lancé ou pas. Il y a un produit qui s'appelle Notebook LM qui a été lancé, qui est un peu un outil de prise de notes plutôt à destination des étudiants, où en fait ça va enrichir la prise de notes de pas mal de plusieurs sources pour combiner des documents, etc. Donc ça c'est des produits. D'ailleurs ils ont tous le tag experiment quand tu regardes en haut sur les différents sites. Ça c'est des produits qui sont faits par Google Labs. Donc Google Labs c'est une organisation qui est plutôt petite. Hein. Enfin, à l'échelle de Google c'est moins de 500 personnes quoi. Ok, quand même, ça se Ouais, quand compte même. en plusieurs centaines. Et du coup, la typologie des profils qui font partie, c'est essentiellement des devs, quelques product guys et des designers. C'est un peu un mix. C'est un peu un mix et c'est un peu un sujet. Je ne sais pas quel doit être le bon mix pour un truc comme ça. Je vais plutôt te raconter moi ma verticale qui est la verticale code. On est une des plus grosses verticales et on est une cinquantaine. C'est l'une des rares en fait équipes où on approche la stack IA avec une approche end-to-end. C'est-à-dire qu'on va du modèle à l'UX. Pour vraiment on part de tout en bas et on va jusqu'à l'UX. Contrairement à d'autres produits où tu vas davantage t'appuyer sur les API qui viennent des modèles qui sont les modèles de Google notamment, hein, dans le cas des produits Google, mais la particularité de la vertical code, c'est qu'on a un peu cette approche end-to-end. Donc dans mon équipe, c'est essentiellement 3 types de profils. C'est des research scientists, qui sont vraiment les mêmes personnes enfin la plupart viennent d'ailleurs essentiellement de DeepMind. C'est des research engineers, qui est un peu un entre-deux, qui sont des personnes qui sont globalement plus autour de ce qu'on appelle applied AI, qui sont vraiment là pour utiliser les modèles, etc., pour en faire des produits, et un tiers de plus pure engineering, dev, qui font aussi un peu du X et qui font aussi un peu de front et qui sont là pour vraiment faire en sorte qu'on puisse servir le produit comme il faut. Donc c'est à peu près cette structure qu'on a et c'est quelque chose qui évolue beaucoup. C'est un sujet sur lequel moi je réfléchis beaucoup en ce moment. Tu vois, de dire si je devais moi demain relancer une startup et lancer un produit LLM, tu vois, LLM based,
quel est le type de personne dont tu as besoin dans ton équipe technique pour lancer des produits. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie opportunité, je pense, pour des ingénieurs aujourd'hui. C'est-à-dire que il y en a pas beaucoup, mais il commence à y avoir une bonne partie de personnes, d'ingénieurs, de scientists, qui savent comment entraîner des modèles, qui savent comment globalement, qui savent comment évaluer les modèles, les entraîner, les fine-tuner, etc. Il y a là où je trouve qu'il y a en fait un manque à l'heure actuelle globalement, et c'est ça qui moi m'intéresse notamment quand je fais un petit peu d'investissement en tant qu'angel dans des startups d'IA, c'est de trouver en fait des équipes engineering qui soient des gens qui n'ont pas forcément un PhD en AI, mais qui sont capables de lire un papier de recherche et qui sont capables de se dire, dans ce papier de recherche, il y a tel et tel aspect qui sont intéressants pour mon produit. Et en fait, faire le lien entre le product engineering et l'IA, je pense que c'est vraiment la compétence aujourd'hui qui est clé, beaucoup plus importante que le fait d'avoir un PhD en AI à la base. Et en fait, trop souvent, chez Google, même chez Google, tu vois, j'ai soit des purs chercheurs, tu vois, des gars dont le rêve c'est de bosser sur qu'est-ce qui arrive après les transformers, soit des purs devs qui sont plus là pour implémenter et qui ont besoin de specs, qui vont très vite quand on sait ce qu'il faut coder et qui sont là pour shipper le truc avec du code propre qui va scale, etc. Ça, il y en a. Des chercheurs, il y en a en pagaille. Mais en fait, ce profil un peu plus hybride au milieu, qui est plus un profil d'ingénieur recherche qui s'intéresse au sujet, mais qui tout de suite est dans une optique de prototyper, d'implémenter, de tester, de voir comment ça fonctionne et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer potentiellement la techno pour notre cas d'usage et notre produit spécifique. Ça, c'est finalement une compétence que je trouve beaucoup plus rare. Et je pense qu'il y a une énorme opportunité pour beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui qui se disent peut-être je vais pas sur l'IA, de toute façon j'ai pas de background, j'ai pas fait d'études là-dessus, etc. En fait, c'est pas si compliqué une fois qu'on met le nez dedans. Et je pense qu'au contraire, moi, si je devais recruter aujourd'hui, je chercherais pas forcément des personnes qui sont des chercheurs à la base. Si je voulais lancer un nouveau produit d'IA from scratch, je chercherais plutôt des personnes qui sont capables de se plonger dans ces sujets et de les comprendre, mais dont l'ambition et le mindset, ça reste un mindset plutôt product et plutôt on est là pour essayer des choses, prototyper et avancer et essayer d'améliorer le produit. Et ça c'est un sujet sur lequel moi, quand j'essaie de recruter des gens pour rejoindre notre équipe chez Google, je cherche un peu ce genre de profil. Je cherche des gens qui sont des ingés à la base. Enfin, c'est un peu soit l'un soit l'autre, quoi. C'est soit des ingés à la base qui aiment faire des produits, mais qui me montrent qu'ils ont été capables de comprendre des concepts d'IA, soit des chercheurs à la base, mais qui aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est lancer des produits. Et tu vois, je vais essayer de voir leur mindset. Du coup, 6 mois plus tard après ton arrivée chez Google Labs, là, si tu fais un petit peu le point sur tes apprentissages issus de Google Labs, bien sûr, issus de aussi tes investissements en tant qu'angel dans des boîtes AI, c'est quoi les grands apprentissages que tu en retires, tu vois? Est-ce qu'il y a des learnings un peu contre-intuitifs que tu retires de cette plongée dans ce nouveau paradigme? Si tu devais essayer d'identifier les principaux et les partager, qu'est-ce que tu nous dirais? Contre-intuitif, je sais pas, hein, mais il y a quelques trucs. D'ailleurs, en fait, ça se contredit presque. En fait, un premier learning, c'est que c'est pas si compliqué. Tu vois, genre de se plonger dans la stack. Je pense que faire le premier modèle, c'était très très compliqué. et arriver là où on en est aujourd'hui, c'est compliqué. Et il y a un paquet de recherches pour arriver sur des sujets plus larges qui sont encore très compliqués. Mais à l'heure actuelle, je trouve qu'on aime bien complexifier un peu ces sujets-là. Ça paraît plus compliqué que ça ne l'est vraiment. Et en fait, quand tu te plonges et que tu essaies vraiment de comprendre, ok, c'est quoi les composants? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un produit LLM? C'est quoi les briques qu'on utilise? C'est quoi les phases de pre-processing qu'on utilise? C'est quoi le post-processing? C'est quoi le fine-tuning? C'est quoi le retrieval augmentation? C'est quoi toutes les différents tips, tricks et composants qu'on peut rajouter dans notre stack?
En fait, c'est pas si compliqué. Et tu vois, même les agents, on en fait des caisses sur les agents. C'est pas aujourd'hui, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des agents, tous les trucs qui existent. C'est pas si compliqué non plus. Tu vois, c'est vraiment, euh, ça paraît rocket science quand de l'extérieur, moi je suis pas du tout ingénieur à la base. J'ai pas du tout je sais pas, je code pas du tout. Donc de l'extérieur, avec ma vision de product personne, euh, tout paraît super compliqué, ça paraît de la magie. Mais en fait, quand tu te plonges dedans, et que tu essayes de... Bon, je veux dire, c'est pas un secret, mais par exemple, moi, je me suis plongé dans Code Interpréteur et comment ça fonctionnait, de ChatGPT, pour faire un truc qui s'en approche, notamment, tu vas travailler sur cette logique-là. C'est pas si compliqué, en fait. Tu te rends compte que parfois, il y a un petit peu de bricolage. Donc ça, c'est un peu le premier learning. Je pense qu'il y a un deuxième learning, c'est qu'il y a globalement une tendance de fond dans la tech où on aime bien consolider des trucs, tu vois. Genre, et là, je te parle de Google, mais je te parle aussi du reste de l'écosystème. Les gens aiment bien se dire, on va tout de suite faire une plateforme, on va tout de suite faire une infra, on va tout de suite essayer de se dire, ok, il faut qu'on fasse ça as a service, parce que tout le monde va avoir besoin de ça, etc., etc. En fait, je trouve que parfois, quand les produits sont pas assez matures, il y a vraiment une tendance à aller trop tôt sur en fait un layer d'infrastructure ou de plateforme. Tu vois, c'est par exemple sur les agents, il y a des tas de frameworks qui te permettent de gérer tes agents. Dans les faits aujourd'hui, à part peut-être que l'interpréteur, il n'y a pas vraiment de produit agent qui fonctionne. Tant qu'il n'y a pas de produit agent qui utilise ce flow, agentic flow qui fonctionne, est-ce que c'est vraiment le moment de créer une plateforme pour build des agents, tu vois? Personnellement, je pense pas. Je pense que c'est plutôt le moment pour essayer de trouver quel est le cas d'usage qui pourrait bénéficier de ce truc et d'arriver à créer un momentum et d'arriver à créer un usage avant de se dire bon bah maintenant construisons une abstraction pour permettre à tout le monde de le faire. Bah, tu peux permettre à tout le monde de le faire, mais en vrai pour l'instant il y a rien qui marche et il y a plein de gens qui essayent, mais il y a rien qui est vraiment utile pour l'utilisateur. Donc tu vois, ça c'est aussi une tendance un peu, je trouve que moi je lutte un peu contre ça chez Google, tu vois. Je lutte contre cette tendance naturelle de vouloir consolider certaines parties. Je vais donner un exemple. Il y a telle autre équipe chez Google qui est dans une autre division qui bosse sur un sujet qui est comparable à ce qu'on fait. Peut-être qu'on pourrait discuter avec eux parce qu'en fait, cette partie-là que nous on fait, eux aussi vont faire la même. On pourrait peut-être en faire un composant avec une API et on va réutiliser tous les deux le même service. Tu vois, c'est le genre de réflexe qui arrive tout le temps. Et moi, je suis là, non, les gars, on s'en fout. On s'en fout. Très bien s'ils font la même chose. Il faut pas qu'on ralentisse notre travail pour arriver à itérer sur le produit et avoir quelque chose qui marche pour consolider sur quelque chose quand nous-mêmes on n'a pas quelque chose qui marche. Et tu vois, ça c'est un peu un biais que pas mal de personnes peuvent avoir, surtout dans les grosses boîtes. J'imagine que c'est un peu moins le cas quand tu lances un produit, mais s'il y a des gens qui viennent de grosses boîtes et qui réfléchissent à lancer un produit d'IA, euh, tu vois, très vite ça peut se poser. Ça peut se poser de dire, est-ce qu'il faut que les 5 initiatives de produits d'IA dans ma boîte, elles s'appuient tous sur des fondations communes, etc. En fait, moi, je suis assez intimement convaincu que potentiellement non. Potentiellement non, parce qu'au début, ce qui compte le plus, c'est la vélocité que ton équipe peut avoir pour itérer sur le produit, pour arriver à avoir un truc qui marche. Et une fois que tu as un truc qui marche, bah là, tu réfléchis, ok, bon, effectivement, on a fait un peu de duplicate ici. Est-ce qu'il n'y a pas des building blocks qu'on peut faire qui recréent ça pour permettre au prochain d'arriver? Mais en fait, il y a souvent un peu trop cette tendance à consolider trop tôt, je pense. Euh, Ça, c'est Ouais, un je peu pense que un c'est un learning. peu peut-être un peu le syndrome des vendeurs de pelles pendant la ruée vers l'or, avant même qu'on ait trouvé des pépites d'or, quoi. Il y a Si un peu de je dois ça. résumer. Enfin, je vois très bien de quoi tu parles, les plateformes qui permettent de construire des agents, là où on est encore en tout début de cette nouvelle trend, même s'il y a quand même des signes très prometteurs sur ces technologies-là, effectivement. Évidemment, mais tu vois, genre, c'est même plus dans la façon d'approcher le truc. Si tu construis d'abord la plateforme, en fait, tu vas faire des choix d'abstraction qui seront peut-être pas forcément les bons. Et du coup, tu vas choisir. En fait, ta plateforme, c'est un produit en tant que tel. Donc, en fait, quand tu définis quelle est ta plateforme et quel est ton API, ton produit, c'est ton API. Et donc, du coup, tu vas faire des choix d'abstraction qui sont pas forcément ceux qui sont adaptés pour pouvoir scaler très vite. Et ça, je pense que c'est un risque. Donc, il faut se méfier. Enfin, si j'avais un conseil à donner à toutes les équipes qui sont dans des grosses boîtes ou dans des petites boîtes et qui veulent lancer une feature GenAI ou un produit GenAI, je dirais que le seul truc qui compte au début, c'est la vélocité. Tu vois, de réussir à cut the noise et avoir un cycle d'itération rapide pour mettre un produit dans les mains des utilisateurs
pour pouvoir en fait arriver assez vite à avoir un produit satisfaisant que tu as un peu validé, quoi. Bon, ça c'est un learning aussi. Quoi d'autre? Non, mais après il y a plus un sujet de, il y a plus un sujet de fond qui est euh, qui est sur la valeur de la technologie en tant que telle dans une stratégie de différenciation d'une boîte. J'ai l'impression de donner juste des buzzwords là, mais je vais te raconter une histoire. Il y a une boîte qui est incroyable, je les adore, c'est Dolly. Je sais pas si tu les connais. Annie ML, je crois que c'est le nom de la boîte officielle. C'est Rémi et Pierre, c'est deux fondateurs, qui font une boîte qui font de la génération de vidéos pour des produits. C'est-à-dire que tu veux vendre un objet, tu vas prendre 10 photos, tu vas tourner autour de l'objet, tu prends 10 photos, ça te génère un truc 3D de ton objet, et ça va te générer, tu vas avoir des dizaines de templates de vidéos, et ça va te générer des dizaines et des dizaines de templates. Et donc, tu as des vidéos format pub Instagram, format pub TikTok, YouTube, tout ce que tu veux. Tu peux même mettre ces vidéos-là, avoir un format un peu plus simple que tu vas mettre sur ton site de e-commerce. C'est une app de génération de vidéos bien plus simple que ce que fait OpenAI, mais qui est concentrée un peu sur ce cas d'usage e-commerce, ce que je trouve être un focus assez intéressant. Ils ont commencé, initialement, ils ont bossé sur une techno. Ils sont un peu partis avec une techno qui s'appelait le Nerf. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. C'était une techno autour de du 3D, qui a donc une techno d'IA qui permettait en fait de générer des modèles 3D un peu de manière différente de ce qui se passait avant. Ils ont commencé à bosser là-dessus il y a un an. Donc eux, c'est pas des chercheurs, c'est vraiment une équipe d'engineering et de product engineering. Ils ont lu les papiers du Nerf, ils ont compris que c'était intéressant, ils ont été fascinés par l'opportunité, ils se sont dit on va implémenter le truc. Ils se sont mis à implémenter le Nerf, ils ont commencé à faire leur première app, ils ont une vertical business en tête, donc tu vois, un truc spécialisé. Donc vraiment le playbook un peu genre super intéressant d'une startup d'AI, parce que du coup, ils viennent pas du monde de la recherche, mais c'est des vrais ingénieurs qui ont compris l'intérêt de la recherche, qui le productize, qui le transforme en produit. Au bout de 6 mois, il y a un nouveau papier qui sort sur les Gaussian splats qui rend plus ou moins obsolète le Nerf. C'est-à-dire que quand ça sort, ça rend pas obsolète, mais si tu veux, c'est quand même un léger changement de paradigme technique qui fait que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, en fait, si tu le refaisais de zéro avec cette nouvelle techno, potentiellement, ça pourrait être mieux. Tu vois, et ça, c'est un exemple parmi N de ce qui peut se passer. Ce qui s'est passé dans le cas de Dolly, c'est que, et c'est la grande force d'être une équipe qui est product-driven et engineering-driven, et pas une équipe qui est recherche-driven, c'est que du jour au lendemain, ils ont jeté ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Tu vois, genre, pas d'attache particulier avec la techno précédente. Ils ont testé rapidement, ils ont jaugé le potentiel de la nouvelle techno. Ils ont ensuite appelé les gars qui avaient fait papier de recherche, ils ont obtenu une licence pour la techno, ils l'ont implémenté, et en fait, ils ont fait un pivot technique qui est pas du tout un pivot produit, parce qu'en fait, ils sont restés sur le même produit exactement, mais ils ont fait un pivot technique de manière extrêmement rapide. Aujourd'hui, leur app, elle est sur le store, quoi. Donc aujourd'hui, tu tapes Dolly, c'est super impressionnant. Je crois qu'ils sont encore un peu en soft launch, donc pas grand monde les connaît, mais leur app, elle est canon, quoi. Et tu peux vraiment faire des vidéos de très bonne qualité avec ça. Et tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que si tu réfléchis à ce paradigme-là et à ce qui s'est passé, en fait, leur différenciation technique à ces gars-là, elle n'est pas dans la techno. Elle est en fait dans le mindset de leur équipe techno. Ce qui est quelque chose de très différent. C'est-à-dire que ils se sont pas dit on a investi par-dessus le Nerf, du coup on a un peu amélioré le state of the art, on a poussé le truc, on a amélioré la stack pour faire un truc qui marche mieux. Ils auraient pu se dire c'est notre différenciation techno, ce travail qu'on a fait par-dessus, c'est ce qui constitue la valeur de notre boîte. Mais en fait, ils ont pris suffisamment de recul pour se dire que c'était pas le cas. Et en fait, ce qui constitue pour moi la valeur de leur boîte à l'heure actuelle, c'est cette vélocité de l'équipe technique
d'avoir été capable très rapidement, parce qu'ils sont très très forts, de switcher de l'un à l'autre, et tu vois, ça a shifté leur plan de lancement de quelques mois, mais pas plus, tu vois. Et ça, en fait, ça amène au point qui, pour moi, est le plus important, et le plus gros learning de tout ce qui est, euh, ce changement de Gen AI, et je suis un peu aussi influencé par ça, dans le fait où je travaille sur des sujets de code, hein, de génération de code, mais je pense qu'on arrive dans un cycle où la techno en elle-même, le software n'a quasiment plus aucune valeur en termes de barrière à l'entrée. Et ça change un peu la donne. Parce que tu vois, un play comme ce que nous on avait fait chez Tempo, on avait développé une sorte de real-time OS pour écouteurs. On avait redéveloppé la stack Bluetooth, du noise cancelling pour de l'audio, toute la partie logique audio, les codecs audio, machin, etc. Le tout de manière super optimisée pour que ça tienne dans des écouteurs avec 5 heures de batterie. Euh, Ça, c'était notre différenciation in fine de notre boîte. C'était sur la stack techno qu'on avait construite, sur l'équipe qui avait cette expertise pour la construire et qui continuait à l'améliorer, un peu sur les clients qu'on avait, un peu sur les brevets qu'on avait, mais c'était quand même essentiellement, tu vois, la raison pour laquelle Google les a achetés, c'est pour notre stack techno et notre équipe. Donc la stack techno, ils l'ont prise, elle a été réutilisée dans des produits de Google, euh, et l'équipe, elle a été gardée pour maintenir ces produits ou en travailler sur d'autres. Je pense que ce modèle-là n'existera plus. Je pense que ce modèle où ta différenciation elle est basée sur du soft, c'est un truc qui va potentiellement disparaître. Pour 2 raisons. Enfin, un, c'est que intrinsèquement dans le monde de l'IA, ça va vite. Donc si tu fais un produit IA, ça va très vite. Tu vois, genre l'exemple d'Oli, je te parlais, les 2 technos qui ont été considérés comme state of the art ont changé en 9 mois. Aujourd'hui, là chez Google, on a bossé sur un modèle qui a une context window qui est très très large. Tu vois, par exemple, dans mon cas, ça peut permettre de mettre une code base intégralement dans le prompt. Tu vois, du coup, il y a des questions qui se posent de est-ce que ça va pas rendre certaines mécaniques de retrieval avec de l'indexing sur la code base potentiellement inutiles. A priori, c'est pas le cas, mais est-ce que ça va pas rendre un peu un travail qu'on a pu faire sur le produit dans les 6 derniers mois inutile? Parce que là, il y a ce nouveau modèle qui a des capacités différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui va continuer à arriver. Parce qu'aujourd'hui, Google et OpenAI et l'open source et Facebook, etc., euh, ils continuent à bosser sur des modèles qui sont de plus en plus complexes. On est au début de la multimodalité, etc. Donc ça va continuer à arriver. C'est-à-dire que ce qui va continuer à se passer, c'est que des briques produits que tu auras mis 3 mois à construire, potentiellement, elles seront inutiles du jour au lendemain. Et ça, il faut réussir un peu à l'anticiper pour pas investir sur les mauvaises choses, mais c'est un autre sujet. Mais le deuxième point qui arrive, c'est la partie génération de code. La partie génération de code, pour l'instant, les boîtes qui adoptent Copilot, elles gagnent entre 20 et 30% de productivité. C'est ce qui a été mesuré avec les développeurs, etc., sur pas mal d'enquêtes internes. Mais en fait, Copilot, c'est le début, quoi. C'est le début par rapport à tout ce qu'on peut faire sur la génération de code. Ce qui veut donc dire qu'on arrive, je pense, dans une phase où un très bon ingénieur sera capable de shipper énormément de code de qualité très vite. Et toi, le très bon ingénieur, il va peut-être plus réfléchir sur des sujets de logique produit, de logique architecture, de logique système, peut-être plus que sur la qualité du code. Et on n'en est pas encore là. Hein. On n'en est pas encore là actuellement début 2024. Mais d'ici quelques années, on arrivera à potentiellement des produits techniques qui sont des nouveaux produits qui seront à plus de 50% qui auront été avec le code aura été généré. Où il y aura juste besoin d'un œil développeur éclairé pour s'assurer que tout marche bien tout ensemble. Mais du coup, tu vois, ces 2 produits-là, enfin, je dirais ces 2 phénomènes-là. Ce phénomène de la recherche, je sais pas si on peut encore appeler ça de la recherche, mais les modèles fondationaux avancent très très vite. Et le code generation avance très très vite, un peu comme une sous-partie de ces modèles de fondation, fait que je pense que d'ici, je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux plus lancer un nouveau business, une startup, où ta différenciation est basée sur le software ou sur ton excellence de ta stack.
Ce qui implique donc, tu vois, genre moi quand je regarde des produits, quand je réfléchis à des idées sur lesquelles je pourrais investir, ou je pourrais créer demain pour ma prochaine boîte, tu vois, je réfléchis à des idées sur lesquelles en fait la différenciation se crée autrement. Tu vois, je pars du principe que notre produit pourrait être copié en, en 2 semaines, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Et en plus, moi, j'ai été particulièrement habitué à bosser sur des sujets un peu plus tech. Tu vois, c'est déjà un mindset qui est présent dans le monde des apps ou dans le monde, dans le web, tu vois, les sites web de base. Tu vois, il y a déjà un peu ça. Tu vois, il y a déjà un peu le truc de dire, bah ouais, aujourd'hui, tu veux refaire une app X ou Y, c'est pas si compliqué. C'est juste qu'ils ont capturé de la valeur, ils ont capturé les users différemment, ils ont des barrières à l'entrée qui sont différentes. Euh, et voilà. Donc, tu vois, Très intéressant. le gros learning. Le gros learning Ouais, pour non, moi. mais Ce qui hyper, fait hyper cool comme constat et comme vision des choses. Je pense que c'est à la fois très excitant parce que du coup, ça donne aussi plus de pouvoir aux créateurs, aux visionnaires qui, en fait, en beaucoup moins de temps et avec beaucoup moins de ressources vont être capables de déployer leur créativité en concevant des nouveaux produits beaucoup plus facilement. On parle déjà dans la Silicon Valley de cette première entreprise qui vaudra 1 milliard avec une seule personne full-time à l'intérieur. Si la défensabilité elle est plus sur la stack technique, toi du coup tu penses qu'elle va aller où? il y a plusieurs frameworks. En fait, ce que je dirais, c'est la defensibility n'a jamais été que sur la stack technique, pour être clair. C'est-à-dire que quelle que soit la complexité de la stack technique sur laquelle tu bossais, tu pouvais toujours te dire que, en fait, une équipe qui était vraiment motivée, qui voulait vraiment refaire ce que tu as fait, elle allait y arriver. Tu vois, en vrai, il n'y a pas de secret, tu vois. Genre, tout le monde, une bonne équipe d'engineering, peut arriver à refaire à peu près n'importe quoi. En revanche, la difficulté, c'était de pouvoir avoir le focus et le temps nécessaire pour pouvoir arriver à faire ça. Donc, tu vois, si pour Google refaire la stack audio et connectique des écouteurs que nous on avait fait chez Tempo, ils avaient voulu le faire, ils auraient pu le faire. Peut-être que ça leur aurait pris un certain nombre d'années, un certain nombre d'ingénieurs, un certain focus qu'ils n'avaient pas parce qu'ils ont d'autres priorités. Donc, la defensibility software a toujours été qu'une defensibility temporaire. Mais la différence, c'est que cette temporalité, elle est passée de plusieurs années, parfois, à maintenant quelques mois. Tu vois. Et c'est ça la différence fondamentale. C'est-à-dire que là où avant, tu pouvais te dire, en fait, j'ai 3 ans d'avance. Le fait d'avoir 3 ans d'avance, ça te permet de construire des business qui vont commencer à avoir des barrières à l'entrée qui sont différents. Tu vois, qui vont être basés sur, je sais pas, qui vont être basés sur le fait d'être intégrés dans les process, qui vont être basés sur le fait d'avoir capturé des utilisateurs, de rentrer dans les habitudes, qui vont être basées sur ta marque, qui vont être basées sur... Il y a plein de manières, tu vois, de créer un peu des barrières à l'entrée. Ben, en fait, ce que tu pouvais te dire, c'est qu'avant, il y avait un peu un pari qui était intéressant à faire en te disant, je fais une phase de R&D pour arriver à avoir 3 ans d'avance sur le reste du marché. En 3 ans, ensuite, je lance mon produit, je le commercialise, etc. Je crée des barrières à l'entrée qui sont au-delà de l'aspect technique. En plus de ça, je continue à avancer sur l'aspect technique. Donc en fait, je maintiens en fait mon avantage compétitif technique en continuant à faire en fait des progrès sur la techno. Et in fine, j'arrive dans une position où les deux allant de pair, en fait, j'arrive à avoir un produit qui capture un produit tech, qui capture des utilisateurs, etc. La différence fondamentale, c'est que du coup, ces 3 ans-là, pour moi, ne vont plus exister. Ces 3 ans-là, ça sera 3 mois, quoi. Donc, c'est-à-dire que si ton produit, il est vraiment canon, en fait, et que t'as un truc qui marche, en 3 mois, tu auras une vague de produits très similaires qui vont arriver. Euh, du coup, comment est-ce que moi je réagis par rapport à ça? Écoute, j'essaie d'avoir un framework et de réfléchir sur plein d'idées et pour l'instant, c'est pas super clair, ça se mélange un peu. Mais déjà, ce qui est un truc qui est clair pour moi, c'est qu'il peut y avoir un retour de sujets un peu plus deep tech, tu vois, un peu plus science, tu vois. Notamment, comment est-ce que tu utilises l'IA pour de la biologie, par exemple, tu vois. C'est des sujets qui, je pense, vont quand même rester dans ce framework où la techno que tu construis va avoir une barrière compétitive. Donc ça, c'est un truc, pour le coup, moi, c'est pas vraiment les sujets que je regarde le plus. Il y a un deuxième sujet, c'est
finalement tous les business et tous les produits qui demandent beaucoup d'opérations. Et ce que j'appelle les produits qui demandent beaucoup d'opérations, c'est-à-dire que j'inclus dedans les produits qui, tu vois, demandent un go-to-market qui ait besoin d'avoir des sales sur le terrain, ou qui ait besoin d'avoir des account managers, qui ait besoin d'avoir du customer support, qui ait besoin aussi d'avoir des pure ops parfois, tu vois. Finalement, tous ces produits-là, c'est des produits qui sont peut-être des produits IA, mais où le fait que ça demande une excellence opérationnelle, en fait, ça protège, entre guillemets, ça crée une defensibility inhérente par rapport à une boîte pure software qui pourrait arriver et qui pourrait scale très vite. Donc, tu vois, je regarde ces sujets-là. Sur le contenu pur, je regarde tous les sujets d'IP. Et ce que j'appelle IP, c'est tous les... Tu vois, aujourd'hui, en fait, si on part du principe que dans 5-6 ans, on pourra très facilement créer du contenu vidéo, images, jeux vidéo, 3D, tout ce que tu veux. En fait, la barrière à la création sera quasiment nulle. Du coup, il y a plusieurs hypothèses. On pourrait arriver dans un monde où le contenu soit ultra personnalisé et que le contenu soit très spécifique à chaque individu, potentiellement uniquement généré pour toi. Pourquoi pas? Il y a aussi une autre hypothèse où en fait les contenus qui vont sortir du lot, c'est des contenus qui s'appuient sur des histoires, sur des personnages que les gens aiment. Et c'est ça que moi j'appelle les IP. Tu vois, c'est de se dire en fait quels sont les produits qui sont générateurs de belles histoires, de personnages auxquels tu t'attaches et auxquels tu sais que ton audience va s'attacher. Et en fait ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'en fait ce qui est aujourd'hui un peu de la... Tu vois, si tu regardes... comment ils s'appellent les gars qui font Avengers, là, j'ai un trou. Marvel. Marvel. Si tu regardes Marvel, aujourd'hui Marvel, ils prennent ils sont partis à la base de comic books, ils prennent leurs IP, donc c'est leurs personnages, c'est leurs histoires. En fait, ils en font tout, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir des figurines, tu vas avoir des films, évidemment, tu vas avoir des dessins animés, tu vas avoir des séries dans l'univers Marvel, tu vas avoir des jouets, tu vas avoir des t-shirts, tu vas avoir donc des vêtements, tu vas avoir enfin, ils refont des bandes dessinées toujours. Enfin, tu vois, ils ont réussi à scale leur IP Marvel à un niveau incroyable, genre niveau Disney, quoi. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réservé à Marvel et Disney. Parce que c'est ceux qui ont le pognon, c'est ceux qui ont le pognon pour pouvoir financer tout ça. Demain, n'importe qui a une belle histoire pourra faire le même scale, potentiellement. C'est-à-dire que n'importe qui a les droits sur une belle histoire pourra, sans avoir le même investissement que Marvel et Disney, se retrouver en fait à décupler et tu vois, à décupler le potentiel de leurs histoires et de leurs personnages sur des dizaines de formats et de décliner cet univers en fait grâce aux outils de Generative AI. Ça, c'est un sujet que je trouve très intéressant. Et du coup, si tu réfléchis comme ça, in fine, alors oui, il y a de la valeur dans ceux qui vont faire les outils potentiellement qui pourront décliner, tu vois, genre comment est-ce que tu arrives à générer des films, comment est-ce que tu arrives à générer des dessins animés. Évidemment, ces produits, ils ont beaucoup de valeur. Mais ces produits-là, c'est ceux sur lesquels tu vas te retrouver en compétition avec peut-être que tout l'investissement que tu as fait, OpenAI qui lance son nouveau modèle de vidéo, est super fort pour l'animation, et donc du coup tu te retrouves à devoir y aller et en fait, est-ce qu'il faut que tu jettes la stack que tu as fait? Est-ce qu'il faut que tu reconstruises un truc par-dessus OpenAI? Tu vois la tension dont on parlait jusqu'à présent. Mais si tu possèdes les droits sur les histoires, l'IP, quoi. IP, c'est intellectual property. Sur les personnages, sur les histoires et sur l'univers, en fait, c'est potentiellement quelque chose qui paraît super intéressant. Et tu vois, du coup, moi, un des sujets que je regarde beaucoup en ce moment, c'est quelles sont les sources de belles histoires qui sont sous-estimées. Tu vois, quelles sont les sources les choses qui génèrent en fait des personnages auxquels les gens s'attachent, qui sont potentiellement sous-estimés et qui, grâce à l'IA, pourront potentiellement être déclinés beaucoup plus facilement. Tu vois, un exemple que j'aime bien, c'est The Witcher. Tu vois, je sais pas si tu étais familier. The Witcher, c'était un roman écrit par un auteur polonais, il me semble, il y a 20 ans, qui a été décliné en jeu vidéo. Les jeux vidéo ont été un succès monstrueux.
a été ensuite déclinée en série sur Netflix suite aux jeux vidéo. La série a été un succès monstrueux. Et aujourd'hui, déclinée en dessin animé sur Netflix, ils en ont fait 2 ou 3 qui sont dans l'univers de Witcher. Ils ont fait une série avec des personnages différents dans l'univers de The Witcher, une nouvelle série sur Netflix qui a bien marché. Et ils ont des jeux vidéo qui sont sortis avec The Witcher, tu vois. Et alors ça, je trouve ça fascinant de se dire qu'il y a, à la base, l'IP, c'est pas une IP Marvel, quoi. C'est une IP d'un mec qui a écrit un bouquin en Pologne qui était intéressant, qui avait une aspérité qui a plu à certaines personnes et qui a fait que le truc ensuite est devenu mondial. Ça sera 10 fois plus facile demain. Donc si ça sera 10 fois plus facile, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois? C'est ça. C'est des sujets que je trouve intéressants. Je regarde beaucoup l'univers de la bande dessinée. Tu vois, l'univers de la bande dessinée, pour moi, c'est une mine d'or à belles histoires qui sont pas vraiment exploitées en dehors du format bande dessinée aujourd'hui. Voilà, à peu près les sujets que je Magnifique. regarde, tu vois, genre. Merci beaucoup. Ouais, Après, vraiment, je voulais. il y a un autre, il y a quand même un dernier point dont je peux parler. C'est, donc tu vois, il y a qu'est-ce que tu fais, du coup, qu'est-ce que tu builds si jamais le software vaut rien, tu vois. Donc t'as Deep Science, ok, t'as des sujets avec de l'IP, ok. T'as des sujets avec beaucoup d'ops, où la distrib est compliquée, par exemple, ok. Donc, mais tu vois, il y a un peu ce côté, il y a aussi la question in fine qui est quelle est la nouvelle interface? Et est-ce qu'il n'y a pas des produits fondamentalement différents qui peuvent être imaginés grâce aux nouvelles capacités de l'AI? Et ça, je pense que c'est là où il y a les opportunités les plus dingues qui vont arriver, que pour l'instant, on n'a pas encore imaginé. Je vais donner un exemple sur la génération de code. Aujourd'hui, les modèles de génération de code, ils sont très forts pour faire quelques langages. Tu vois, le Python, c'est bon, ça marche bien. Des langages plus compliqués, c'est pas encore parfait, parce que les modèles, ils n'ont pas été entraînés avec les bonnes données, etc. Il n'y a pas trop d'incertitude sur comment est-ce qu'on va arriver à y arriver un jour, mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, tu pourrais te dire, qu'est-ce que je fais comme produit autour de la génération de code? Est-ce que je fais une boîte demain qui va se spécialiser sur le langage Rust et qui va faire une boîte qui va être la boîte de génération de code en Rust? Ou, donc tu vois, ça pourrait être un framework de se dire, en fait, ah tiens, il y a un gap dans le Gen AI aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Ça, c'est le sujet sur lequel moi, je ne veux surtout pas aller. Parce qu'en fait, c'est le genre de sujet sur lequel tu penses que tu vas avoir un avantage compétitif sur la techno et le produit, mais en fait, dans un an, tu l'auras plus. Et dans un an, cet avantage va disparaître. Et en fait, c'est pas le... Tu vois, c'est essayer de vendre un type d'IA qui est légèrement différent que ce que fait le base model en ayant fait un peu de fine-tuning, un peu de modification, etc. par-dessus, mais où in fine, ton produit, c'est l'IA, ça, c'est des choses auxquelles je ne crois pas trop. Tu vois, quand on produit c'est l'IA, j'y crois moins aujourd'hui. En revanche, le fait de se dire, demain, potentiellement, la façon dont on va écrire du code va changer. Et on aura besoin, il y aura beaucoup plus d'IA qui vont écrire du code. Et potentiellement, il y aura un besoin d'orchestrer ces IA. Tu vois, moi, le sujet qui m'intéresse, c'est de me dire, est-ce que potentiellement ça implique que le modèle de issue management de GitHub, il est pas obsolète? Et est-ce que finalement, est-ce qu'il faudrait pas inventer un nouveau GitHub en partant du principe que d'ici 2 ans, on a un monde où les IA vont pouvoir générer du code par eux-mêmes? Tu vois, plutôt que de me dire que je vais travailler sur un agent qui est capable de générer du code, est-ce que je partirais pas du principe qu'il va y avoir des agents qui vont générer du code? Et du coup, quel est le produit qui va devoir exister pour pouvoir orchestrer ces agents-là? Et ce produit-là, en quelque sorte, ce sera un peu la nouvelle interface. C'est un produit qui n'existe pas, et c'est un produit qui ne serait pas possible si jamais il n'y avait pas eu ces évolutions sur les sujets d'IA. Et tu vois, et ça, c'est un autre framework auquel je réfléchis. Tu vois, quels sont les produits qui auraient été impossibles s'il n'y avait pas ces IA et qui aujourd'hui sont fondamentalement nouveaux? Et là, je trouve qu'il y a des trucs intéressants pour les gens produits à creuser là-dedans. Parce que ça, c'est fondamentalement un taf très très product qui est intéressant. Hyper cool. Effectivement, je pense que si on commence à concevoir, si tu veux, l'idée que des produits peuvent eux-mêmes identifier des bugs ou des opportunités de nouvelles features et que tu as des agents IA qui vont de manière autonome résoudre ces bugs ou tester ces nouvelles features
vraiment en intégrant, tu vois, une dimension presque autogénératrice dans la conception du produit même, ça ouvre pas mal d'opportunités, quoi. Mais tu vois, ça, on n'en est pas loin. Ouais. Bah, Ça, ouais, je j'en ai. te dis qu'on n'en est pas loin, c'est que je suis prêt à parier que d'ici la fin de l'année, il y a un truc comme ça, quoi. Hmm. Et au début, ça va pas marcher pour tout. Mais ça va marcher pour quelques cas d'usage, et au fur et à mesure, ça va, d'ici 2 ans, ça marchera pour plein d'autres. Yes. On en est vraiment pas loin. Ok, bah écoute, merci 1000 fois Vincent pour toutes ces bonnes analyses et surtout ta vision. C'est hyper précieux d'avoir le regard d'un vrai entrepreneur qui a les mains quotidiennement dans ses tools et qui est aussi amené à réfléchir au futur du software à travers ta verticale chez Google Labs. Donc franchement fascinant. C'était top. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Est-ce que si les gens veulent en savoir plus là-dessus ou t'écrire pour te partager des questions ou des idées, tu leur donnes rendez-vous? Ouais, ils peuvent m'écrire sur LinkedIn, je pense que c'est le plus simple. Voilà, Vincent Dalatambi sur LinkedIn. Et ben Ouais. parfait. Merci 1000 fois. Une invitation avec un petit message dedans, comme ça on sait que c'est pas du spam, quoi. Voilà, on n'oublie pas les messages. Merci beaucoup, Vince. C'était un plaisir de te recevoir. Et je te dis à la prochaine. Ça marche. Allez, à plus. Bye. Voilà, c'était Mozzabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozzabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit, ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!